à tous, bienvenue pour cette session qui sera dédiée à la mesure des bénéfices de l'agilité à l'échelle. Tout d'abord, comme à chaque début de conférence, on va remercier nos sponsors qui, grâce à eux, nous arrivons à tous nous retrouver. Ça fait du bien, non? On a bien mangé? Ouais. Alors, c'est la troisième fois que je me retrouve sur la scène d'Agile en scène. Merci tout d'abord à l'organisation de me faire ainsi confiance. Je m'appelle Emmanuel Dumont. Je suis responsable du Centre Agile Groupe de Société Générale qui fédère l'ensemble des centres agiles de notre entreprise. Bon, pour les aficionados de SAFe, c'est l'équivalent d'un LACE en format Hub and Spoke, avec donc d'autres LACE du même type. Et nous avons pour mission d'homogénéiser l'ensemble des pratiques et usages agile à l'échelle sur l'ensemble de l'entreprise et d'accélérer notre transformation. Alors si on parle d'accélération, ça veut dire qu'on mesure certaines choses. Et ça va être un peu le propos, je dirais, de cette session. Qu'est-ce qu'on mesure justement pour identifier ces fameux bénéfices dont on entend tant parler, mais quand on veut en voir vraiment la couleur, finalement, c'est pas si clair que ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on mesure? Qui est concerné par ces mesures? Que doit-on mesurer ou éviter de mesurer? Est-ce que c'est simple à mettre en œuvre ou pas? Et est-ce qu'il existe des benchmarks ou un état de l'art qui permet de se comparer? Ça va être un peu l'ensemble du programme que je vous propose aujourd'hui sur cette session. En complément, je suis aussi certifié CFSPC, donc pour le coup, j'aurai à quelques moments la possibilité de vous dire aussi où ça se situe, ces aspects de mesure, dans le framework SAFe, qui est utilisé quand même par pas mal d'entre vous. Alors, vous connaissez sûrement le groupe Société Générale, qui est un business model de banque universelle qui repose essentiellement sur 3 piliers. Le plus connu du grand public, c'est le réseau de banques de détail et d'assurance, avec en France et international, en agence et en ligne. Mais on a aussi également la banque de financement et d'investissement, avec sa présence internationale sur l'ensemble des places boursières. Et puis on a aussi le pilier de la mobilité, avec notamment, ça c'est peut-être moins connu, ALD Automotive, qui par exemple cette année acquiert LeasePlan afin de devenir un des acteurs majeurs de la mobilité au niveau mondial. On parle de flotte automobile pour les entreprises, flotte électrique. Donc voilà, tout ça montre qu'effectivement le groupe est très diversifié et par rapport à ça, au cœur de cette diversité, on a une filière ici qui, elle, est assez conséquente, à peu près 25 000 collaborateurs, qui délivre l'ensemble des services IT pour cette entreprise. Et 64% de ces collaborateurs sont pratiquants de l'agilité, c'est-à-dire qu'ils sont agiles au sein de l'IT, mais qui travaillent bien entendu de manière alignée avec leur chaîne de valeur métier. Et on a une ambition d'atteindre 80% d'agilité d'ici 2025. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de l'histoire de notre transformation, qui a commencé il y a un certain temps. Pour ça, je vous inviterai plutôt à aller consulter une chaîne très sympathique sur YouTube qui s'appelle Agile en scène. Et vous pourrez voir les précédentes vidéos de notre groupe où vous aurez effectivement toute cette démonstration. Et puis, comme dirait Fabrice Bloch, le précédent speaker sur cette scène, qui se décrit comme le fonctionnaire agiliste de l'INSEE, de toute façon, on raconte tous la même histoire. Pour ceux qui étaient là, on raconte effectivement à peu près tous la même histoire, basée sur effectivement les étapes qu'a documenté John Kotter. Donc, je vous ai mis les références au cas où, mais on ne va pas s'appuyer trop longtemps sur ce sujet. Retenez juste une chose, le sentiment d'urgence ou la big opportunity telle qu'on pouvait l'avoir au sein des services IT au début des années 2010, côté Société Générale, c'était de devoir en fait chercher à s'aligner sur les pratiques de software delivery qui étaient celles des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, etc., qui, eux, déjà à cette époque, délivraient on demand plusieurs fois par jour avec un niveau de qualité effectivement très satisfaisant,
alors que pour nos équipes, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors nos équipes, effectivement, elles ont testé, expérimenté, se sont orientées vers le DevOps, le craftsmanship, et puis assez naturellement aussi vers les pratiques agiles, les différents frameworks de type Scrum, les méthodologies Kanban. Je ne vais pas tous vous les citer, et puis l'agilité à l'échelle aussi, avec SAFe et puis d'autres frameworks. Mais ça, c'est bien, parce que c'est ça l'agilité. Expérimenter, se faire un avis, et puis derrière, par rapport à ça, avoir un feedback. Donc toutes ces années d'expérimentation, bien entendu, nous ont fait avancer sur beaucoup de choses. Et on pourrait retenir qu'effectivement, on a réussi notamment à briser le mur qui existait entre la production et les services de développement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a renforcé nos pratiques lean, c'est-à-dire qu'on a limité la parallélisation des tâches et on a fait en sorte qu'effectivement, on traite des tâches de plus en plus petites. Et puis, on a petit à petit acquis, effectivement, dans notre culture, des éléments de fail fast, learn fast, et de capter effectivement de plus en plus le feedback du client afin de pouvoir capitaliser dessus. Alors, aujourd'hui, avec à peu près 16 000 collaborateurs, effectivement, agiles, et puis plus de 10 000 d'entre eux qui sont effectivement dans des organisations agiles à l'échelle, est-ce qu'on accélère vraiment? Est-ce qu'on a effectivement gagner certaines choses? Est-ce qu'on a des bénéfices par rapport à cette transformation? C'est un peu les éléments qu'on va chercher à avoir aujourd'hui sur ce sujet. Par rapport à ça, il y a un élément, je vais aller un peu vite, mais c'est pas grave. Par rapport à ça, il y a un élément qu'il faut retenir, hein, c'est que le propos d'aujourd'hui va parler de la mesure. Oui. Effectivement, c'est important de mesurer pour pouvoir effectivement identifier une accélération ou pas. Et justement se poser des questions par rapport à ça. Maintenant, on est bien d'accord. La mesure ne résout pas tout. Et puis, il n'est pas toujours possible de mesurer tout ce que l'on veut. Par contre, il y a un élément qu'on peut retenir, c'est que ce que l'on mesure, généralement, c'est ce qu'on va améliorer. Voilà. Donc, par rapport à ces éléments, on a choisi d'avoir un ensemble de métriques qui vont pouvoir répondre à cette question de comment peut-on mesurer effectivement nos bénéfices. Et donc, on a cherché à voir ce qui existait sur le marché et puis voir aussi qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, je vais vous dérouler, comme je vous l'ai dit, 8 métriques. On va commencer par une première série de 4 qui est basée sur l'ouvrage qu'on voit ici, Accelerate. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être assisté à l'atelier dédié sur ce livre. Je vous rassure, on va pas trop dupliquer l'information. Au contraire, on va plutôt compléter des choses. Et puis après, on verra 4 indicateurs qui sont plutôt complémentaires de ces éléments et qu'on a choisi aussi de développer au sein de Société Générale. Alors, Accelerate, en fait, c'est un ouvrage qui est basé sur une étude qui a été menée par une entité qui s'appelait initialement DevOps Research Assessment, DORA, sûrement certains d'entre vous connaissent, qui a été par la suite effectivement rachetée par Google. Et c'est une étude finalement qui a commencé en 2014, voilà, et qui est renouvelée effectivement chaque année. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle interroge un ensemble d'entreprises, alors à peu près 30 000 entreprises, sur leurs pratiques DevOps, afin de pouvoir identifier quelles sont ces pratiques et quelles sont ces capacités qu'il est souhaitable de développer afin effectivement d'être un bon performeur en termes de software delivery. Et au cours de l'ouvrage qui résume finalement l'ensemble de cette étude et donne effectivement la méthodologie qui est appliquée par rapport à ça, on voit qu'ils utilisent un certain nombre d'indicateurs, 4 au total, et ils nous définissent quels sont les critères, les caractéristiques en fait, de bons indicateurs de performance. Et donc vous les avez ici. On parle tout d'abord d'indicateurs qui doivent être globaux. On doit mesurer des résultats globaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe, c'est effectivement de favoriser la collaboration entre les équipes et non pas la confrontation. Ça peut être du bon sens, mais il est bon de le rappeler. Seconde chose, extrêmement importante, on est dans la mesure des impacts. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer à valoriser effectivement
ceux qui vont produire une grande quantité de travail, donc faire de la productivité, mais qui ne serviraient pas l'organisation. Donc ce qui importe ici, c'est d'être centré sur les impacts. Et comme j'ai précisé, que ce soit des impacts métiers, clients ou autres. Et on parle aussi d'indicateurs qui doivent être stables et répétables dans le temps, pour la simple et bonne raison que si on veut pouvoir suivre une tendance évolutive, il faut mieux avoir la même méthode de calcul sur plusieurs années de suite. Voilà. Donc là, ce sont les principes tels qu'ils sont finalement dictés, tels qu'ils ont été élaborés par cette équipe DORA, qui a produit effectivement cet ouvrage Accelerate, et puis qui donc produit chaque année le State DevOps Accelerate. Soyons honnêtes, on n'a pas forcément, nous, dans notre entreprise, adopté ces pratiques-là au départ. On a fait sûrement, comme beaucoup d'autres entreprises, on a cherché à mesurer nos capacités à nous transformer. Alors, c'est pas mauvais de mesurer ses capacités à se transformer. Ça veut dire combien j'ai d'équipes qui sont effectivement pratiquants de l'agilité, combien j'ai d'agilité à l'échelle, combien j'ai de PO, combien j'ai de Scrum Master, quel est le niveau de maturité de chacun, etc. C'est pas mauvais, mais concrètement, pour vos métiers et pour vos clients, c'est insuffisant. Enfin, c'est pas ça qui va leur faire comprendre qu'effectivement, votre changement de pratique de travail, vraiment, les impacte et effectivement les sert. J'aurais tendance à dire que effectivement, ne pas mesurer les impacts, c'est rester dans la croyance effectivement des gains, mais sans vraiment les factualiser. Donc on a convenu, puisqu'on a un positionnement assez central en termes de transformation agile, on a convenu avec l'ensemble de nos pairs qu'effectivement, il était bon de se doter de ce type d'indicateurs globaux, centrés sur l'impact, stables dans le temps. Il ne fallait pas non plus en avoir 250, ça ne sert à rien. Il faut choisir les bons, les plus simples finalement à mettre en place et s'assurer par contre que tout le monde puisse les suivre. Alors attention, spoiler, non, je plaisante, l'ouvrage date de 1998, donc finalement les conclusions sont quand même déjà bien connues. En gros, que nous dit Accelerate, c'est bien que finalement, les entreprises qui sont les plus performantes en termes de software delivery sont celles qui sont susceptibles effectivement de réussir 2 fois plus que les entreprises qui sont moins bonnes en termes de capacité de software delivery. Et ça, au travers de finalement un ensemble de critères qui est listé ici, productivité, part de marché, satisfaction client, etc. Donc une manière de comprendre cette conclusion, c'est de dire que si votre entreprise arrive à développer suffisamment les capacités en termes de software delivery, globalement, son business, la prédiction du développement de votre business, effectivement, a plus de chances de réussir. Alors, ce n'est pas une prédiction systématique, et évidemment, ça nécessite beaucoup de travail pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Et ça repose sur quoi ? Ça repose d'une part sur le fait que nos entreprises sont de plus en plus mêlées aux compétences digitales. La fameuse transformation digitale dont on entend parler depuis 20 ans, effectivement, elle se matérialise pour la plupart de nos entreprises aujourd'hui. Et que considérer qu'on est une entreprise digitale et qu'on n'est pas suffisamment performant en termes de software delivery, à un moment donné, effectivement, ça peut poser de sérieux problèmes en termes de compétitivité. Ça rejoint les aspects de business agility tels qu'on les retrouve, notamment portés par le framework SAFe. Ça repose aussi sur la notion que, finalement, avoir la capacité de délivrer vite et de manière stable, c'est un élément sur lequel il faut porter attention. Donc on va regarder ça plus en détail. Attention, il va y avoir des formules mathématiques. Je vous garantis, je les ai fait valider par mes enfants CM1, CM2, ils m'ont dit qu'ils avaient compris. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc première métrique, et qui fait partie du groupe de la mesure de la vitesse, ou du débit si vous préférez, on est sur le deployment frequency.
la capacité à mesurer justement cette fréquence de déploiement en production de vos services, et on parle ici de vos services principaux, c'est finalement mesurer la capacité de vos équipes à délivrer de la valeur. La mesure, en fait, elle repose sur la notion qu'on appelle le cycle time. Vous prenez une période de temps, c'est la formule qui est dans l'encadré gris, là, une période de temps en jours, en mois, en heures, en fonction de votre situation, et vous allez tout simplement la diviser par le nombre de déploiements réalisés avec succès en production. Donc, je pense que ça, c'est compréhensible de tous, et effectivement, ça va vous donner un temps moyen par rapport à ça qui permet effectivement d'avoir ce déploiement de frequency. Si on regarde cet indicateur, il valide bien les caractéristiques telles qu'elles sont énoncées par Accelerate. On a bien un indicateur qui peut être globalisé. Si vous avez N entités, vous êtes capable effectivement de sommer cette information et donc de la rendre globale. Vous avez aussi un indicateur ici qui mesure quelque chose qui va impacter, in fine, vos métiers ou vos clients. Ce qu'on délivre en production, c'est ce qui se retrouve dans la main de l'utilisateur, in fine. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut arriver normalement à stabiliser dans le temps si, évidemment, vous disposez quand même de la capacité à mesurer vos livraisons. Je reprends un instant mon badge SPC. Le radar qu'on voit en bas à gauche, c'est un des outils qui est proposé donc, par SAFE dans la section Measure and Grow. Et c'est un auto-assessment DevOps qui, justement, questionne sur cette capacité à avoir un deployment frequency en nombre de jours, où vous vous situez, ou peut-être nombre d'heures. Donc vous avez ici, sur la partie benchmark, les résultats du statut Accelerate de 2021. Et vous voyez qu'en fait, la répartition des entreprises va de moins d'une fois par semestre à plusieurs fois par jour, à la demande, comme on dit. Et effectivement, la notion de savoir délivrer on demand, c'est un des éléments qui est décrit par SAFE pour être de la business agility. Donc ça, c'est un premier indicateur. Pas trop complexe normalement à mettre en œuvre. Il faut savoir filtrer ses applications principales. Nous, on parle d'applications critiques et vitales. Et il faut savoir effectivement aussi faire la distinction de mesurer uniquement la livraison normale de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on évacue tout ce qui est emergency bug fixing. Ce n'est pas de la valeur qu'on apporte dans ces sujets-là. Ou toute autre livraison, effectivement, qui serait en dehors de livraison de valeur. Second indicateur de vitesse, proposé toujours par Accelerate. Cette fois, on est sur ce qu'ils appellent le lead time for changes. Alors, quand on regarde la formule du lead time for changes, là, on peut dire, ça va, c'est encore plus simple. J'ai juste à faire la différence entre un début et une fin de processus, et ça y est, le tour est joué. Alors, effectivement, sur la théorie, le lead time, c'est quelque chose qui est plutôt simpliste. Bon, par contre, dans la mise en application, je vous mets en garde, vous allez peut-être avoir des experts qui déjà ne vont pas avoir le même avis. Parce que le lead time, en fait, c'est une somme, on peut le décomposer autant de fois qu'on veut sur un processus, et là, en l'occurrence, un processus de livraison. Donc, ce que nous dit Accelerate, c'est en fait de mesurer ce qui est prédictible. Et donc, le lead time for changes, tel que Accelerate l'entend, c'est la définition que vous avez. Combien de temps faut-il pour passer du code committed au code exécuté avec succès en production? Ça, effectivement, c'est souvent maîtrisable. Mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les experts. Souvent, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de comprendre mais quel est le délai entre le moment où on a effectivement pris en compte le besoin du client, le moment où donc le PO insère dans son backlog le besoin, et qu'effectivement, il arrive en production. Voilà. Donc pour ces raisons-là, je dirais de divergence d'avis, même si effectivement, on a quand même les équipes de Google qui poussent vers une définition bien précise, et puis le fait que ça repose aussi sur un outillage précis. Il faut s'accorder sur quelle est la bonne borne de départ et la bonne borne de fin. Imaginez faire ça sur un millier d'équipes
qui doivent tous avoir la même pratique dans un outillage de type Jira. C'est juste un enfer. Voilà. Donc, on n'y est pas encore sur ce sujet-là. On espère y arriver, mais pour le coup, c'est plutôt un espoir pour notre entreprise et on espère effectivement pouvoir avancer là-dessus. De la même manière, je vous ai remis quand même les benchmarks tels qu'on les voit, et effectivement, on voit que l'élite est vraiment dans une capacité de pouvoir pousser le code committed directement en prod en moins d'1 heure systématiquement. On a vu 2 indicateurs de vitesse, passons maintenant aux indicateurs de qualité tels qu'ils sont décrits encore une fois par l'ouvrage Accelerate. Cette fois, on parle du mean time to recover, donc on est vraiment sur la notion de, en fonction de toutes vos interruptions, concrètement, quelle est votre capacité à restaurer votre service. Alors à chaque fois, on parle toujours de services dits principaux. Ce n'est pas nécessairement tous les services de votre entreprise. Le calcul reste, encore une fois, assez simple. Durée totale de toutes vos interruptions sur le service en question, divisé par le nombre de pannes. Et par rapport à ça, vous allez avoir effectivement un délai. Si on est sur des microservices, effectivement, la capacité à pouvoir restaurer en moins d'1 heure, ça marche bien. Sur ce sujet-là, on a, côté Société Générale, adapté ce sujet-là depuis un petit moment, en fait. Bon, on a une assez forte expérience en termes de support de production. Et on a de nombreux services. Donc par rapport à ça, on préfère se focaliser sur les sujets qu'on considère les plus complexes. Et quand je dis les plus complexes, c'est ce qu'on appelle des major incidents, vraiment à impact client. Et par rapport à ça, effectivement, on va mesurer quel est ce mean time to recover sur ces major incidents, sachant qu'un major incident, généralement, ce n'est pas les plus simples à restaurer. Voilà. Ça nous permet du coup d'avoir effectivement de manière étagée l'ensemble de nos services qui sont restaurés en moins de 2 heures, en moins de 4 heures, en moins de 6 heures, etc. Voilà. Et bien entendu, l'ensemble des responsables applicatifs sont très sensibilisés par rapport à ces sujets. 4e indicateur et dernier d'Accelerate, on est encore effectivement aussi sur la stabilité ou la qualité. Et donc là, on va chercher effectivement à mesurer l'impact des déploiements, combien finalement de déploiements causent des incidents par rapport à vos services. C'est bien de savoir déployer rapidement. C'est très bien, mais il faut aussi déployer proprement. Donc on est vraiment sur des sujets de continuous integration, continuous delivery qui sont très forts. Et donc là aussi, pour pouvoir calculer ça, nombre de déploiements ayant causé des incidents sur le nombre de déploiements total, ça vous donne un ratio. Sur ce sujet-là, encore une fois, on préfère nous le mesurer au niveau des major incidents, donc ce qui ne nous donne pas un ratio en pourcentage, mais plutôt en pour 1000. Et par rapport à ça, effectivement, on a un suivi très méticuleux sur ces services. Je vous ai remis le radar, là, c'est juste pour vous indiquer qu'effectivement, encore une fois, dans l'auto-assessment DevOps, qui est proposé par SAFe, eh bien, cette notion de change failure rate est effectivement remontée et donc questionnée par rapport à ça. Est-ce que vous avez la supervision, le monitoring qui va avec? Et ça, tous ces éléments-là que je ne vous détaille pas ici parce qu'on n'aura pas le temps, ce sont l'ensemble des capacités effectivement nécessaires pour pouvoir avoir une bonne performance en termes de software delivery. Par rapport à ces 4 indicateurs sur lesquels nous sommes entendus et qu'on relève maintenant au niveau de notre groupe, juste pour vous donner une idée de scope parcouru sur la qualité, on couvre à peu près 80% de notre filière IT aujourd'hui. Voilà. Donc on n'est pas encore à 100%, mais c'est bien entendu que tout le monde doit effectivement s'aligner sur ces pratiques-là. Passons maintenant sur un sujet complémentaire, qu'on a considéré comme complémentaire, c'est est-ce qu'on peut mesurer correctement la valeur? Comment peut-on mesurer l'impact en termes de valeur? Alors là, on a un indicateur finalement qui vient plutôt des équipes de marketing. Le Customer Satisfaction, c'est un sujet qu'on remonte effectivement très souvent. C'est comment capter l'intangible, comment mesurer finalement le ressenti de l'utilisateur par rapport à la promesse de livraison qui lui a été faite. Voilà. Donc là, vous avez la présentation très simple du Customer Satisfaction en nombre de réponses divisé par nombre de réponses positives divisé par le nombre de réponses totales. Bien entendu, vous pouvez très bien aussi le faire en mettant en place un Net Promoter Score dont vous suivrez l'évolution. Je ne dis pas que tout ce qu'on présente ici, c'est ce qu'il faut suivre à la lettre. Au contraire, adaptez-le à votre situation et en fonction de ce que vous savez remonter.
Pour qu'on soit stable et répétable dans le temps, le seul point d'attention, c'est qu'effectivement, vos questionnaires doivent être les plus figés possibles dans le temps, sinon vous allez mesurer n'importe quoi au fil des années. Et ça, c'est pas évident. Bon. Donc du coup, moins il y a de questions dans le questionnaire, plus on a été droit au but, et mieux on se porte. Voilà. Par rapport à cet élément de valeur, on a fait le choix également de rajouter un autre élément qui vient cette fois vraiment de notre expérience propre et de notre je dirais, constat. Après plus de 10 ans d'expérience en termes de transformation, on a cherché à comprendre en fait quelles étaient les choses qui étaient systématiquement visibles en termes de bénéfices par rapport à une transformation de type DevOps, Agile ou Agile at Scale. Et en fait, on a deux sujets qui remontent systématiquement, qui sont affichés ici. D'une part, on améliore nettement la qualité de la production. C'est la fameuse built-in quality, telle qu'on peut la retrouver décrite dans le framework SAFe. Et effectivement, cette qualité intrinsèque entraîne de facto qu'on va passer moins de temps en support, moins de temps, effectivement, à faire du rework. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est effectivement constaté auprès de toutes nos équipes. Second élément, c'est la diminution du gaspillage. Et cette diminution du gaspillage, elle vient finalement du rapprochement très fort que l'on a eu entre nos équipes IT et équipes métiers, qui rediscutent très régulièrement de la priorisation du besoin, et par rapport à ça, qui effectivement vont pouvoir être plus efficaces. Donc du coup, on a mis en place cet indicateur de Notional Savings, qui veut dire tout simplement notion d'économie, et qui consiste à dire, voilà, on sait qu'on a entre 3 et 15% de gains, ça va reposer sur des éléments de capacité, de maturité qui sont déployés au sein des équipes, et par rapport à ça, on est capable de pouvoir exprimer ce pourcentage atteint. C'est souvent utilisé par nos équipes pour comprendre, en fait, est-ce que la hauteur des investissements de transformation sont suffisants par rapport aux gains qu'on pourrait gagner. Tous ces indicateurs sont complémentaires. Donc, on ne va pas chercher, effectivement, à les voir de manière individuelle. Je poursuis par un autre indicateur d'efficacité, cette fois plutôt financier, quoi de plus normal pour une banque. Et là, on va chercher à mesurer, en fait, est-ce qu'on a une évolution du taux de change bank ou change business pour les autres entreprises par rapport, effectivement, à l'activité de vos équipes. Le principe, c'est simplement de dire que change et run sont complémentaires et que quand on est dans une situation où on se transforme vers l'agilité, nécessairement, effectivement, on va voir petit à petit de plus en plus des équipes qui vont consacrer du temps sur des activités de change. C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est plutôt quelque chose qu'on va chercher à mesurer et valider. Et ça va notamment, effectivement, permettre de valider la notion que la séparation qui existait auparavant entre les équipes de dev et de support devient bénéfique ici quand on a brisé effectivement ce mur. Là, les sources que vous avez sont des sources de McKinsey sur 25 institutions financières. Et le point de l'élite correspond tout simplement à des entreprises spécialisées dans du coding et du cloud. Je termine par un 8e et dernier indicateur, on a bientôt terminé, c'est la mesure de la pourcentage de satisfaction de vos collaborateurs. Donc là, on est un peu comme dans la Customer Satisfaction, à la différence que, effectivement, ce sont vos collaborateurs que vous interrogez par rapport à votre transformation. Réaliser ces transformations, c'est impactant au niveau de leur quotidien. Et effectivement, par rapport à ça, il est important d'avoir un suivi de la santé de vos collaborateurs. Et donc, on a choisi de l'inclure dans notre panel d'indicateurs. Pour résumer, rapidement, on a vu ici, effectivement, comment on peut mesurer, effectivement, des résultats qui sont globaux, centrés sur l'impact, et qui doivent être stables et répétables dans le temps. Et comment, d'une certaine manière, ça contribue à développer ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent un outcome-driven mindset, et quelque chose qui peut être vu au niveau global de l'entreprise, mais qui peut bien entendu se décliner jusqu'au niveau de l'équipe. Mesurer selon la valeur, la vitesse, la qualité
l'efficacité et la santé, ce sont des éléments sur lesquels on peut effectivement, du coup, mesurer les bénéfices de la transformation agile, parce qu'on est justement centré sur ces impacts. On n'est plus dans la mesure de productivité. On a choisi de mettre en place ces indicateurs de manière globale, et donc par rapport à ça, on va avancer sur ces sujets et voir effectivement est-ce qu'on arrive à se rapprocher de nos objectifs que l'on a définis. On l'utilise du coup en termes de stratégie, de transformation, puisque quand on parle de stratégie, il vaut mieux avoir des indicateurs pour pouvoir se définir des ambitions. On n'a pas nécessairement une ambition de vouloir rejoindre l'élite des GAFAM. Si déjà on se retrouve effectivement dans les high performers, ça serait déjà effectivement très bien. Et c'est encore une fois quelque chose qui, ne l'oubliez pas, repose pas sur la volonté d'y arriver, mais surtout la capacité, un ensemble de capacités à déployer. Voilà. Donc ces capacités, vous les retrouvez dans la plupart des frameworks Agile, Agile at Scale, ou même non Agile aussi. Il y a aussi des très bonnes pratiques en termes de processus qui vous documentent ces éléments. Je vais terminer sur un dernier point. Si vous analysez au niveau des 4 premiers indicateurs que nous avons vus, les résultats de Accelerate DevOps entre 2014 et 2021, vous constaterez qu'en fait, certains de ces indicateurs, pour les entreprises qui étaient considérées comme faibles, moyens ou élevées, mais pas élites, petit à petit, leurs bornes se sont rapprochées. Donc cette notion, encore une fois, de mesurer ces éléments montre bien que c'est finalement quelque chose qui peut être bénéfique pour tous. Comme je le disais tout à l'heure, ce que l'on mesure, c'est ce que l'on améliore. Voilà. Et je terminerai là-dessus.